Bienvenue à vous, nous sommes à l'auditorium Régnier 3 en compagnie de Nathalie Stussmann. Bonjour. Bonjour. Contralto, célèbre, et chef d'orchestre, célèbre aussi, en l'occurrence ici, chef d'orchestre de Tannhäuser dans la version de Paris, donnée les jours prochains, c'est-à-dire les 19, 22, 25 et 28 février, à la salle Garnier. Alors, Nathalie Stussmann, contralto, connue dans le monde entier, vous avez une carrière extraordinaire. À un moment donné, vous avez décidé d'ajouter un autre talent à votre talent de contralto, de chanteuse, c'est celui de chef d'orchestre. J'imagine que ce n'était pas évident tout de suite, parce que c'est quand même un sacré challenge. Vous avez créé votre propre ensemble, Orfeo 55, avec lequel vous produisez à la fois comme chanteuse et comme chef d'orchestre. Ça continue aujourd'hui, cette aventure Orfeo 55 ? Oui, absolument. Ça fait un peu 3 carrières en même temps, mais oui. En même temps, j'ai juste l'impression de avoir simplement un épanouissement supplémentaire dans ma vie musicale. J'ai toujours voulu diriger depuis mon plus jeune âge, donc ce n'était pas nouveau pour moi, mais c'était le sentiment c'était le bon moment. J'avais accompli énormément de choses. En tout cas, accompli beaucoup de mes rêves en tant que chanteuse, si bien du point de vue du répertoire que du point de vue des endroits où je voulais chanter, des chefs avec lesquels j'avais envie de me produire. Je continue à le faire avec le plus grand plaisir. Mais c'est vrai qu'en tant que chef d'orchestre, j'avais besoin... Moi, je suis née comme musicienne, si vous voulez. Je suis instrumentiste, je suis pianiste, bassoniste et altiste. Et on a envie de vous demander qu'est-ce que vous ne savez pas faire. Oui, mais je ne sais faire que ces choses-là dans mon domaine, donc c'est très utile. Et c'est très utile en tant que chef d'orchestre aussi, d'être chanteur à la fois, pour pouvoir faire chanter l'orchestre, pouvoir montrer les phrasés, un petit peu ce qu'on imagine. Au lieu de parler, on peut juste chanter une phrase, ça aide énormément. Mais ce rêve, j'ai senti que c'était un peu le moment où je pouvais tenter l'aventure. Aussi parce qu'il y a un petit changement de mentalité par rapport aux femmes chefs d'orchestre. Je vous rappelle que quand j'ai dirigé l'Élixir d'amour à Monte-Carlo il y a 3 ans, j'étais la première femme à diriger à l'Opéra Garnier, ce qui était quand même à la fois fantastique, mais à la fois très triste de savoir qu'effectivement ça a attendu tant d'années. Et je pense qu'il y a un changement dans les mentalités qui commence à apparaître et j'ai la chance de pouvoir encore être jeune et commencer cette nouvelle carrière. On les compte quand même sur les 10 doigts des deux oui, mains. c'est impressionnant, surtout au niveau des positions. En fait, il y a de plus en plus de femmes sur le podium, mais c'est presque comme si ça devenait à la mode d'inviter une femme dans la saison pour faire moderne. Donc il faut faire attention, parce qu'il y a aussi des femmes, il y a des femmes chefs d'orchestre qui sont excellentes, mais tout comme les hommes, il y en a aussi des très mauvaises. Donc il faut essayer de faire la part des choses et ne pas inviter une femme parce que c'est une femme. Donc ça, c'est un petit peu le défi aussi. Et puis voilà, c'est en tant que music director ou principal guest conductor, comme on dit, chef principal invité, dans des positions fermes, je crois il y a 0,5% de la planète qui est occupée par des femmes. Il doit y avoir 12 ou 13 femmes qui sont à la tête d'orchestre. Moi, je viens d'être nommé moi-même il y a 2 semaines comme principal guest conductor de l'orchestre de la radio symphonique d'Irlande, de Dublin. Et ça a été un grand événement parce que je suis une femme, donc quand même, un peu étonnamment. Mais... Vous êtes aussi très engagé à Sao Paulo. Absolument, je suis aussi artiste associé à l'orchestre, en tant que chef d'orchestre principalement, mais aussi en tant que chanteuse. Alors, pour ne pas l'oublier, disons quand même que Nathalie Stussmann, contralto, chantera le samedi 4 mars à l'Opéra Garnier, avec le pianiste Siedermeier-Thuand, c'est ça ? Non, ce sera Ginger Södergren. Ah d'accord, il a changé à la dernière minute, c'est pas grave. Alors, vous chanterez des mélodies de Schubert, de Wagner, les Wesendonck-Lieder, évidemment. On a voulu faire quand même un clin d'œil, après avoir dirigé Tannhäuser, de chanter un cycle de Wagner, l'hymne à l'amour et à Mathilde. Voilà, et puis des compositeurs français, Fauré, Chausson et Debussy. Absolument, un peu de mélodie française. Samedi 4 mars, prenez rendez-vous, il n'est peut-être pas trop tard, quoique il faut se dépêcher. Alors, revenons à Nathalie Stussmann, chef d'orchestre, donc partie dans cette aventure de Tannhäuser dans la version parisienne, la version française, car ça a été créé, je crois, aux alentours de 1845, évidemment en allemand. Ça n'a pas été un succès. À Dresde, il avait des problèmes, il est venu en France. C'est Napoléon III qui lui a commandé un opéra et il s'est dit, tiens, pourquoi pas monter Tannhäuser, est-ce que je me trompe ? Oui, et en plus, vous ne vous trompez pas, et en plus, il avait envie d'avoir du succès à Paris, parce que Paris était vraiment une place très importante pour les compositeurs, et également parce qu'on lui donnait des moyens financiers qu'il n'avait jamais vus en Allemagne. C'est-à-dire quand il demandait 50 répétitions, je crois qu'ils ont eu 67 répétitions pour Tannhäuser quand même.
on est battu de loin. Il avait des conditions extraordinaires. Et les gens confondent parfois, je précise, la version de Paris, parce qu'il y a des gens qui disent mais pourquoi en français? Pourquoi en français? Parce que le texte n'est pas une traduction de l'allemand, c'est un texte qui a été réécrit spécifiquement pour ces représentations parisiennes qui n'ont été jouées que... Donc dans la version dans laquelle nous l'avons donné, ça a été joué seulement 3 fois dans toute l'histoire. On appelle à tort souvent la version de Paris, une version qui a été reprise 15 ans plus tard, qu'il a montée à Vienne, et qui est en allemand. Avec des coupures différentes, avec des éléments musicaux différents. Mais la vraie version de Paris, celle que nous allons jouer à Monte-Carlo, en français, a été réécrite totalement pour Paris. Alors pourquoi? Parce qu'à Paris, à l'Opéra de Paris, on ne pouvait donner que des œuvres en français. Que des œuvres en français, que des œuvres avec un ballet. Ah oui, il y avait le ballet aussi. Voilà, d'où l'écriture obligatoire d'un ballet. Et pourquoi le ballet? C'est intéressant, c'est secondaire. Voilà, l'anecdote est amusante, c'est-à-dire que, Wagner a été obligé de fermer l'ouverture parce que le public parisien a toujours adoré les ouvertures et adoré applaudir l'ouverture, alors que Wagner était déjà dans cette modernité d'enchaîner l'ouverture avec le prélude musical. Ensuite, la deuxième exigence, c'était d'avoir un ballet qui devait se situer au deuxième acte parce que les membres très riches qui donnaient de l'argent pour les subventions de l'opéra, du Jockey Club, dînaient très tard, n'écoutaient jamais le premier acte et adoraient le ballet, essentiellement pour aller voir les danseuses, et voulaient absolument un ballet au deuxième acte quand ils arrivaient après le dîner. Et Wagner a dit, je ferai un ballet, mais le seul endroit où je peux mettre un ballet dans cette histoire qui est quand même... Voilà, entre l'amour sacré et l'amour charnel, le seul endroit, c'est de mettre un ballet au Venusberg, donc la montagne, le lieu de Vénus où l'amour charnel a lieu. Donc le ballet se situe au premier acte, ce qui a beaucoup contrarié les membres du Jockey Club, qui l'ont hué et qui ont fait un four, et donc le spectacle s'est arrêté au bout de 3 fois. C'était un tel scandale qu'on ne pouvait plus jouer. Alors, c'est l'adaptation française, vous avez dit, un texte réécrit. La musique a été changée pour Paris? À part les changements dont vous venez de parler, le ballet au premier acte, etc. Alors donc il a écrit la bacchanale et tout, le ballet du Venusberg, spécialement pour Paris. Et il y a quelques pages là qu'on va jouer entre l'ouverture et le ballet qui n'ont jamais été jouées effectivement depuis, qui ont été vraiment réécrites pour ce passage. Ce qui est très intéressant dans cette version ultérieure, c'est aussi qu'on sent l'influence du travail qu'il a fait entre-temps sur Tristan. Donc il y a beaucoup plus de chromatisme, parce qu'il y a différents styles dans Tannhäuser qui sont... Parfois il y a des passages, il y a le duo d'amour qui est un peu conventionnel et qui est un petit peu dans le style de l'opéra italien. Il y a des passages d'orchestre dans le troisième acte quand il raconte son pèlerinage à Rome qui ressemble énormément au Grand Verdi. Et puis tout d'un coup, il y a des mesures d'une modernité absolument incroyable. Même l'orchestre a réagi hier quand on a travaillé. Ça ressemble pendant 5-6 mesures à du Schoenberg presque, tellement c'est moderne. Et on sent toute l'influence. Et donc il a réécrit quelques pages par rapport à son travail entre la création à Dresden en 1945 et la reprise à Paris en 1961. Vous en êtes où dans la préparation de ce spectacle-là? Vous répétez en ce moment avec les musiciens, avec l'orchestre. Voilà, nous sommes à notre 3e jour de travail et de lecture sur la partie orchestrale. On est en train de relire, de retravailler en profondeur les actes que nous avons parcourus une première fois. Demain, c'est la générale piano avec les chanteurs. Et puis, dès samedi, nous sommes en italienne et en scène orchestre. Donc, les grands moments commencent à arriver. C'est très excitant. Alors, c'est difficile parce qu'encore une fois, les musiciens découvrent pour la plupart cette partition. Et d'autre part, pour les partitions, par exemple, elle n'existait pas, il a fallu les imprimer, non? Alors, l'éditeur Schott, qui est vraiment un grand éditeur très sérieux, a donc préparé une édition spécialement pour nous. Alors, vous, chef d'orchestre, avec ces musiciens, j'imagine que si vous avez eu envie de faire de la direction d'orchestre, c'est effectivement pour vous exprimer avec un orchestre, c'est-à-dire un groupe de talents qui ne sont pas nécessairement de votre avis lorsque vous les emmenez dans une aventure. Quels sont à la fois les plaisirs, les déceptions, les difficultés dans ce travail? C'est bien sûr, le rôle du chef d'orchestre, c'est aussi d'être effectivement le catalyseur de tous ces avis musicaux. J'ai en face de moi des gens qui sont tous de très bons musiciens, qui ont tous une maîtrise de leur instrument que je n'ai pas, et qui ont tous un avis sur la manière dont on devrait jouer telle ou telle mesure. Et le rôle du chef, c'est évidemment il faut bien qu'il y ait un avis qui soit celui qui décide. Donc j'ai effectivement une énorme préparation, si vous voulez, pour arriver avec une version très concrète, une vision,
et une architecture très précise de l'interprétation telle que je la conçois par rapport au texte qu'on nous donne. Et les musiciens, en général, respectent et sentent tout de suite ça. Même s'ils ne sont pas d'accord, et forcément, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais demander ou proposer, si votre version est conséquente et si on sent que vous avez une vision très forte, eh bien, en général, on arrive à emmener les musiciens. Et le rôle du chef, c'est aussi de les convaincre. Et moi, j'adore m'amuser à essayer de les convaincre que ma version est évidemment la meilleure. Donc, c'est très drôle. C'est un défi très important. C'est un défi humain. C'est un défi musical. Il y a aussi une des choses quand même les plus importantes, c'est de savoir leur redonner le plaisir de jouer. Et je crois que j'aime tellement ça, j'aime tellement la musique et j'aime tellement diriger que c'est peut-être un des points forts et un des plaisirs de pouvoir partager ça. C'est comme un virus. J'espère que ça se répand et qu'ils tombent tous malades du bonheur de jouer. Écoutez, ce n'était pas pour vous flatter, mais on a rencontré 2-3 musiciens là avant que vous n'arriviez et ils étaient en train de se préparer. Et j'ai dit comment ça se passe, aux questions rituelles. Ah là là. Non, mais je vous jure, elle est formidable. Ah, c'est un bonheur. Voilà ce qu'ils nous ont dit. Écoutez. Et là, nos amis caméramans sont témoins, on était ensemble et ils sont ravis de vous avoir avec eux pour cette aventure, car c'en est une. Et c'est vrai que quand les musiciens n'ont pas envie, c'est pas évident de... Il y a un chef d'orchestre qui s'appelle Emmanuel Krivine qui m'a dit un jour... Quand on monte sur le podium, on regarde l'orchestre, on sait dans les 5 premières minutes s'ils vont jouer avec vous ou contre vous. Oui. C'est épouvantable. Oui, mais vous savez, la première rencontre, surtout quand on ne connaît pas l'orchestre, c'est quelque chose d'assez terrifiant. Aussi parce que tout autant le chef a une impression, on est quand même des instinctifs, hein, c'est ce que vous sentez par rapport à l'atmosphère, l'ambiance, l'énergie qui va se dégager d'un orchestre, on le sent tout de suite, mais de la même manière, les musiciens vous sentent tout de suite, donc les 5 premières minutes, on a tout de suite un contact à établir et on est très vite jugé aussi. Donc c'est toujours très impressionnant d'avoir un groupe parce qu'il y a tous les caractères dans un orchestre. L'orchestre, c'est la vie, c'est l'humain avec toutes ses différences. Alors il y a des gens qu'on préfère, il y a des musiciens qui sont lumineux, qu'on voit tout de suite et sur lesquels on peut s'appuyer quand on a besoin. Il y a ceux qui sont à convaincre, il y a ceux qui sont... réticents, il y a ceux qui s'ennuient. Voilà, il faut l'accepter aussi. C'est une micro-société. C'est une micro-société, absolument. C'est ce qui est tout à fait fascinant. Mais c'est en même temps, c'est tout à fait passionnant, puis d'avoir cette palette de couleurs. Enfin, c'est ce que j'essaye aussi. Finalement, c'est de reporter tout le travail que moi j'aime faire, que j'ai toujours fait personnellement en tant que musicienne, ce travail de détail. Parce que parfois, on a un peu l'impression que avec le peu de répétition qu'on a aujourd'hui par rapport à une certaine époque, voilà, on va juste bien jouer, on va être ensemble. Bon, je dirais que c'est à la portée de n'importe qui. Comme battre 3 temps, c'est à la portée de n'importe qui. Mais passer au-delà, ça demande du temps, ça demande un travail raffiné, ça demande... On a fait, vous voyez, on a fait des moments très longs sur quelques mesures, parfois même ce matin ou hier, parce que on a besoin de retrouver cette qualité. Et je sentais que les musiciens prenaient plaisir, parce que moi, si je leur demande ça, c'est parce que je pense, qu'ils en sont capables, donc je les respecte, et je pense aussi qu'eux sentent le plaisir. Pourquoi j'ai travaillé un instrument pendant 20 ans ou 30 ans pour ne pas utiliser toutes les capacités ? Et c'est ça, les différences de couleurs et puis l'orchestration wagnérienne. C'est un cadeau du ciel. Avoir un opéra qui commence par 20 minutes d'orchestre seul, c'est comme une symphonie somptueuse, un poème symphonique. Donc l'orchestre est très en valeur. Votre force, si je peux me permettre aussi, tout à l'heure, vous avez dit quelquefois, pour leur indiquer, je fredonne quelque chose. Et je me souviens aussi qu'un jour, un musicien avait dit, mais un chef d'orchestre, c'est jamais quelqu'un qui fait du vent avec une baguette. Parce qu'il y avait ce soir-là un chef d'orchestre qui était aussi un violoniste très célèbre. Il dit, lui, quand il nous parle de musique, il sait de quoi il parle. C'est votre cas. Oui, bien sûr, il y a ça. Alors, après, il y a aussi la difficulté quand on est un musicien avant ou un chanteur encore plus, et peut-être encore plus une femme. Le premier a priori, c'est mais est-ce qu'elle sait diriger ? Et je comprends cet a priori, donc je le respecte si vous voulez, parce que moi j'ai aussi subi des solistes qui se prennent tout d'un coup pour des chefs et qui ne sont pas des chefs. Parce qu'on peut être un grand musicien et communiquer des idées formidables, mais il y a un minimum de communication, de gestique,
comme disait Georges Prêtre, regretter Georges Prêtre, on est né chef d'orchestre, on ne devient pas chef d'orchestre. On apprend des choses, on apprend une partition, on apprend à organiser les répétitions, à faire travailler les gens. Mais pouvoir communiquer avec son physique, avec tout son corps, ses sentiments, n'est pas forcément quelque chose qui s'apprend. Moi, parfois, des chefs me demandent comment tu bats ça. J'ai dit, je le bats comme je voudrais l'entendre. Mais je ne travaille pas, je ne sais pas tel geste. Je ne sais pas pourquoi à tel moment je fais tel geste. Je sais que je le fais parce que mon corps me dit ça, je vais peut-être... Et c'est fascinant, moi j'adore, c'est passionnant ce travail. C'est-à-dire que chaque geste, avec un bon orchestre, 1 millimètre de geste, vous avez un impact sur le son. C'est vraiment le chef qui fait le son de l'orchestre, par sa gestique. On connaît des chefs qui dirigent avec un cure-dent. Mais enfin, il y a des cure-dents, il y a des chefs qui dirigent là, il y en a d'autres. Vous voyez, c'est ça, mais c'est pour ça qu'on a besoin de tous les interprètes, qu'il y a de la place pour tout le monde, je pense. Alors, vous avez déjà travaillé avec les chanteurs quand même? Bien sûr, je suis arrivé, j'étais là dès la première répétition. J'y tiens énormément, je pense que c'est très important. Grosse difficulté, j'imagine, parce qu'eux aussi n'ont jamais chanté en français. En français. Et en plus, José Cura, pour lui, c'est une prise de rôle. Absolument, absolument. Et quel rôle impressionnant. Mais alors, ce qui est tout à fait fantastique, c'est que dans le travail qu'on a fait, on s'est rendu compte, je leur ai vraiment expliqué et redit à quel point le fait de chanter en français ce Tannhäuser nous révèle vraiment l'influence qu'il a eue plus tard sur la mélodie française. Parce que quand on voit Chausson, Debussy, ils sont allés à Bayreuth, ils écoutaient les opéras de Wagner, en allemand évidemment, et ils se sont dit, ça c'est la modernité de l'opéra, ça va être le futur de l'opéra, on ne va plus avoir des airs séparés, on ne va plus prendre un texte poétique qui finalement parle moins au cœur des gens, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel air dans Manon, puisque vous venez d'avoir Manon, ah, fuyez, douce image, hein. Personne ne parle comme ça dans la vie. Donc il a dit, on va parler comme dans la vie, et je vais mettre des notes dessus. Et quand on écoute Tannhäuser en allemand dans un pays francophone, on ne se rend pas compte qu'en fait c'est exactement la même écriture que Péléas plus tard, que la mélodie française, que les mélodies de Chausson, les mélodies de Duparc, qui sont extrêmement wagnériennes dans leurs arrangements, dans leurs orchestrations quand elles ont été orchestrées. Donc il y a une proximité, je pense que l'avantage c'est que ça donne une proximité au personnage, au sentiment, qui est tout à fait exceptionnelle. Si on devait vous définir, si on emploie le mot passion, parce que ce n'est pas une bonne définition, une passionnée, c'est ça que vous êtes d'abord et surtout peut-être, non? Un peu folle de passion, oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de descriptifs, mais il y en a un qui m'a plu énormément d'un journaliste il y a une année. Il a dit que j'étais une ogresse funambule. Oh là, c'est joli ça. Ah, oui. Et je pensais que c'était pas mal trouvé, parce qu'il y a les deux. Voilà. Oui. L'ogre et la prise de risque que j'aime beaucoup aussi. Ouais. C'est une prise de risque diriger Tannhäuser de Wagner? Oui, mais j'aime ça. Ah, bravo. Bravo, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. On pourrait parler avec vous pendant des heures parce qu'on sent que non seulement vous êtes passionné par ce que vous faites en ce moment, mais parce que vous avez fait et ce que vous allez faire. Vos projets après le concert à Monaco, l'opéra et le concert? Alors quelques récitals qui s'enchaînent avec celui de Monte-Carlo et puis je vais faire mes débuts à la tête du London Philharmonic Orchestra à Londres. Ah, ça c'est encore un autre défi, ça j'imagine. Un très beau défi et je vais aussi... partir pour diriger la Passion selon saint Matthieu avec le Rotterdam Philharmonic, qui est aussi un orchestre merveilleux. Ah oui. Beaucoup de belles choses. Et puis je retourne à Dublin bientôt. Voilà. Merci infiniment Merci et bravo. À vous. Merci.